Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Il est où le bonheur? Il est où? Ah, Il est où? ça, c'est toute la question du moment. Il est peut-être dans le fait de trouver un jour le vaccin contre le coronavirus. On ne sait pas, on verra. 7 milliards de personnes dans le monde à vacciner contre le coronavirus. Cette course contre la montre pour trouver le vaccin. Les laboratoires qui se livrent une guerre sans merci. Le jackpot est en vue, évidemment. Et puis cette question, les labos vont-ils se faire des milliards sur notre dos? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et oui, le compte Twitter et puis le compte Facebook également de Sud Radio, où ça vote beaucoup. Et donc ce score qui est quand même sans appel, c'est un grand oui, à une énorme majorité, oui à 91%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos invités, Nicole Delépine, pédiatre et auteure de Soigner et obéir aux éditions Fauve. Bonsoir d'être avec nous, ça c'est pas français. Bonsoir et merci d'être avec nous, Nicole Delépine. Merci beaucoup. Et puis Jean-Louis Touraine, qui est professeur de médecine et député La République En Marche du Rhône, qui est un habitué de l'émission. Merci également Jean-Louis Touraine d'être avec nous ce soir dans Les Vraies Voix. Je commence avec Nicole Delépine, honneur aux dames évidemment. Alors je crois que la recherche porte sur une centaine de vaccins dans le monde actuellement. J'ai envie de vous dire, c'est quand même énorme. Oui, écoutez, je vais préciser quand même soigner ou obéir, parce que justement, on a voulu mettre en évidence qu'on ne pouvait plus soigner si on obéissait aux impératifs, aux injonctions. Oui, mais c'est surtout la formule qui est importante. Effectivement, si on obéit aux injonctions du gouvernement, enfin via les agences, etc., on ne peut plus choisir les traitements qu'on fait, comme on est en train de s'en apercevoir. Alors évidemment, les vaccins, il y a 1000 recherches, mais bon, moi je crois qu'on n'en aura pas besoin, si j'ose dire, parce qu'il va falloir que cette panique cesse, parce que ce coronavirus, il sera sûrement guéri, enfin il aura probablement disparu avant qu'un de ces 1000 vaccins, enfin en l'occurrence une centaine, qui sont en voie d'expérimentation ne soient qu'est-ce que vous en savez utilisables. s'il aura disparu tout seul? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais pas plus que que eux ne savent, mais enfin bon, je sais pas, je viens réécouter par exemple la vidéo fort instructive du professeur Raoult aujourd'hui, qui a montré comment l'épidémie était quand même relativement en voie d'extinction et un petit peu partout. Donc, écoutez, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec lui. Donc, voilà. Enfin, moi, j'ai le droit de penser que de l'écouter et de trouver ses arguments convaincants. C'est pour ça que je dis que c'est vrai. Voilà. Vous n'êtes pas la seule, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup de par le monde, puis c'est quand même une des stars de la virologie internationale. Donc, si vous voulez nous dire qu'il y a forcément y avoir une deuxième vague, qu'il y a forcément y avoir un drame, alors que je regardais par exemple cet après-midi les tweets et les articles d'ailleurs de Peter Gutsch par exemple, qui a un grand nom de la Fondation Cochrane et là aussi un grand professeur comme le professeur Raoult, et puis d'autres sur Twitter en particulier, qui expliquent bien que cette épidémie ne tue pas plus, même si les cas sont graves, et c'est toujours malheureux de voir des gens mourir. J'en sais quelque chose en tant que mettons-nous à la place de ceux qui ont perdu un proche. J'imagine qu'eux, ils ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que vous. Mais non, pourquoi? Moi, je suis dans le même esprit que tous les gens qui perdent un proche. Je veux dire, mais quand il y a 500 morts de cancer par jour, en France, on n'en parle pas. Et ces gens qui perdent les leurs de cancer, qui en ce moment ne sont pas soignés, ils sont également probablement pas indifférents à ce qui se passe. Pour revenir sur les laboratoires, parce que c'est quand même notre débat, c'est à la fois une course contre la montre pour notre santé a priori, et c'est aussi un enjeu financier considérable pour les laboratoires. Oui, c'est essentiellement ça, si vous voulez. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des milliards d'euros qui seraient dont les laboratoires seraient bénéficiaires s'ils arrivaient effectivement à imposer de par le monde ces vaccins par la panique qu'ils organisent via l'OMS, via les prévisions de Ferguson, Ferguson qui a quand même conseillé notre président en disant qu'on aurait 500 000 morts en France. Même si c'est effectivement tout à fait dramatique d'en avoir 20 000 ou 25 000, c'est quand même pas pareil que 500 000, et cette panique organisée, ce confinement imposé vient quand même des prédictions de Ferguson, de lui, Monsieur Ferguson, mais aussi de l'Imperial College de Londres, qui était chargé donc d'essayer de faire Vous pouvez nous rappeler, Nicole Delépine,
Ouais, Nicole Delépine, vous pouvez nous rappeler qui est ce Ferguson? Eh bien, écoutez, c'est l'épidémiologiste qui a fait les simulations pour l'avenir de ce virus et qui a effectivement prédit la science-fiction, on peut dire un peu, qu'il y aurait 500 000 morts en France, 500 000 morts en Angleterre, etc. Mais donc vous dites pour être clair, Nicole Delépine, il n'y a pas besoin de vaccin parce que ce virus va disparaître. Si je résume ce que vous pensez, vous. On a de bonnes chances que ce virus disparaisse et que plus exactement les vaccins arrivent après la bagarre. En tout cas, c'est ce qu'explique clairement le professeur Raoul. Mais quand même, pour dire ces simulations, c'est quand même très très important parce que, si vous voulez, c'est quand même sur ces simulations qui étaient basées sur des hypothèses fausses. Et pourquoi elles étaient fausses? Parce qu'en fait, elles prenaient le même modèle que la grippe H1N1, et vous vous souvenez quand même des 2 milliards d'euros de vaccins que Mme Bachelot avait acheté sur les prévisions et prédictions du même Ferguson et du même Imperial College. Donc je veux dire, ils avaient fait déjà des prédictions tragiques, dramatiques pour le H1N1. Bon, on a vu ce que c'était, ce que c'était devenu, et bon, il n'est pas exclu, en tout cas, moi je lis pas non plus dans le mar de café, ni j'ai pas de boule de cristal, bon, il n'est pas exclu qu'un scénario de ce même type se reproduise. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête cette panique auprès des familles, auprès de tout le monde, en arrêtant de dire « ah là là là, ça va être catastrophique », etc. J'espère que ce sera un scénario du type H1N1 et que ça va s'éteindre comme le professeur Raoul. Mais voilà, comme vous l'avez dit, on va faire réagir le docteur Touraine qui est avec nous, mais comme vous l'avez dit, vous espérez, et on espère tous évidemment, mais voilà, on en est là. Docteur Touraine, qu'est-ce que vous répondez à Nicole Delépine que vous venez d'entendre, qui elle dit ça sert à rien ces vaccins, il n'y a pas besoin des vaccins. Bon. Alors, je voudrais nuancer un petit peu ce qui a été dit, parce que moi je ne suis pas devin, et les modélisations annoncent que pour la France, il y aura vraisemblablement entre 30 000 et 90 000 décès au total. Après, alors c'est moins que 500 000 quand même, mais bon. Évidemment, mais c'est les modélisations qui ont été faites dans la plupart des pays anglo-saxons, surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et qui d'ailleurs montrent des chiffres correspondant à la population de même ampleur aux États-Unis et proportionnellement un peu plus élevé en Grande-Bretagne. Mais je ne m'étends pas dessus, parce que là, ce sont des modélisations, donc il y a une grande part d'incertitude, mais il faut quand même déjà reconnaître, parce que j'entends dire que ça ne serait soi-disant pas grand-chose. Je voudrais quand même annoncer que déjà, cela a tué beaucoup plus que les épisodes de grippe récentes que nous avons connus. Ça c'est vrai, on nous disait le contraire il y a un mois et demi, mais bon, voilà, beaucoup on plus nous disait que ça allait pas tuer, mais bon, pas autant que la grippe. Que la canicule de 2003. Beaucoup plus que la canicule de 2003, et que ce n'est pas fini, malheureusement, parce que après le déconfinement, il y aura à nouveau un certain nombre de contaminations, et il y en existe même pendant le déconfinement, et il y en aura encore davantage, et malheureusement, malgré tous les efforts qui vont être développés, on s'attend à ce que sur plusieurs vagues, il y ait donc au total, malheureusement, beaucoup de malades. Est-ce que vous faites confiance ? Est-ce que vous faites confiance, parce que c'est le débat, est-ce que vous faites confiance aux laboratoires ou bien est-ce qu'il faut s'en méfier, parce qu'on voit bien qu'entre ceux qui défendent l'hydroxychloroquine et ceux qui aujourd'hui, les laboratoires au niveau du monde entier, qui sont en train de faire la course à l'échalote quand même pour essayer de trouver parce que celui qui va trouver évidemment le vaccin, ça va être le Graal. Non, il faudra plusieurs. Il faudra plusieurs producteurs de vaccins. Vous ne connaissez aucune industrie pharmaceutique actuelle capable de produire les 7 milliards de doses, et peut-être même qu'il faudra un rappel, donc ça veut dire à ce moment-là 14 000 doses. Donc aucun laboratoire au monde actuel ne peut le faire. Donc il faudra un consortium de plusieurs laboratoires. C'est déjà un premier point. Celui qui, bien entendu, trouvera la meilleure recette aura un relatif avantage par rapport aux autres, mais ils se mettront à plusieurs pour faire la production. Ensuite, moi, ni je fais confiance, ni je fais pas confiance. Je pense que ici comme ailleurs, la confiance ne peut reposer que sur le contrôle, l'évaluation. Donc, évidemment, il y a deux solutions. Soit on laisse faire n'importe quoi, et il y a le risque à ce moment-là qu'il puisse y avoir la seule loi du marché, et donc peut-être que ça peut être incontrôlé, ou au contraire,
au niveau national, mais beaucoup mieux au niveau international, il y a un contrôle. A priori et a posteriori, pour éviter que les prix ne s'envolent. Je voudrais d'ailleurs indiquer que sur les 7 milliards de personnes auxquelles vous pensez, la moitié au moins appartiennent à des pays qui ne sont guère solvables, où les gens n'ont pas les moyens, ni par eux-mêmes, ni par leur gouvernement, de payer les doses de vaccins. Donc il faudra, comme on l'a fait déjà pour le sida, organiser une coopération et une solidarité internationale qui fera en sorte que les pays les plus fortunés auront à contribuer à l'achat des doses. Mais tout ça veut dire qu'il faut au total un effort collectif, que cet effort ne peut pas être en laissant faire une industrie isolément, mais qu'il y a un contrôle, si possible coordonné par les différents gouvernements, pour que. Mais nous en avons besoin. On va poursuivre. Oui, rapidement alors, en une phrase. Allez-y. En une phrase. La question n'est pas tellement de savoir si on leur fait confiance ou pas. La question est de savoir que l'humanité actuelle en a besoin parce qu'elle ne veut pas laisser pendant 2 ans le coronavirus se tourner autour de nous. Nous ne savons pas si cette épidémie va s'arrêter dans quelques mois ou si elle va durer pendant 2 ans. Donc il vaut mieux avoir un vaccin. On poursuit le débat dans un instant, évidemment, et vous restez avec nous, on va continuer de parler de tout ça. Bah oui, c'est pas faux, hein, comme ci comme ça en ce moment, évidemment, avec ce coronavirus. 7 milliards de personnes dans le monde à vacciner contre le coronavirus, cette course contre la montre pour trouver un vaccin, les laboratoires qui se livrent à une guerre sans merci, et cette question, les labos vont-ils se faire des milliards sur notre dos? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, toujours 92% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Beaucoup de commentaires également, celui de Michel évidemment qui nous dit pour le bien de l'humanité, les labos pour une fois pourraient offrir les vaccins quand ils seront prêts, mais certainement je vois ça dans un monde de bisounours, il a pas tout à fait tort. Et puis Christophe toujours sur Twitter qui nous dit évidemment que oui, mais ce que coûte l'élaboration d'un vaccin doit être également considérable. C'est vrai. Nicole Delépine est toujours avec nous, pédiatre et auteur de Soigner ou obéir aux éditions Fauve. Et puis Jean-Louis Touraine, professeur et médecin, député La République En Marche du Rhône. Merci évidemment toujours d'être avec nous. Tiens, Philippe Binger et Yael Mellul, je voulais vous donner la parole avant qu'on entende à nouveau nos invités. Quel est votre sentiment, vous, sur ce sujet du vaccin des laboratoires? Philippe Binger. Alors Christophe, j'ai été un peu étonné par les propos de Nicole Delépine. D'abord, la référence absolue qui était le professeur Raoult, ensuite le terme panique organisée et ensuite la non-obligation d'un vaccin. Je rejoins monsieur le député, moi à la limite cyniquement je vais dire ça m'est complètement égal que l'intelligence collective qui va trouver un vaccin gagne de l'argent avec ça. Je trouverais que le plus formidable, c'est qu'en effet, il trouve un vaccin qui me paraît plus important que jamais et plus urgent que jamais. Yael Mellul. Oui, alors moi je partage absolument ce que vient de dire Philippe. Je suis assez stupéfaite de ce que j'ai entendu de Nicole Delépine parce que j'ai l'impression d'entendre une complotiste en réalité. Quand j'entends panique organisée, je veux dire moi je bondis. Enfin je veux dire il y a des morts, quoi. Enfin, je veux dire, alors effectivement, si on va comparer avec tous les fléaux du monde depuis l'aube des temps, ça va peut-être paraître dérisoire pour certains, mais je crois pas que ce soit un discours qui soit audible aux familles qui ont perdu des personnes de cette épidémie mondiale qui paralyse l'économie mondiale. Je veux dire, moi entendre panique organisée aujourd'hui, ça me fait absolument bondir et je termine en disant que je me contrefous complètement que les laboratoires qui travaillent d'arrache-pied en ce moment pour nous sortir de ce bordel mondial se fassent de l'argent, mais alors je m'en contrefous si ça peut sauver des vies. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut aussi entamer une réflexion malgré tout, parce que c'est vrai que l'hydroxychloroquine, on a des études qui nous disent que ça ne fonctionne pas très bien, mais si on utilise cette hydroxychloroquine pour guérir à un moment où les patients sont très atteints, je crois avoir compris que c'était pas la bonne solution, qu'il fallait faire ce que fait Raoult et d'autres, puisque ça se fait en Belgique, ça se fait en Espagne, ça se fait dans d'autres pays. Cette hydroxychloroquine, si on la donne au début des symptômes, c'est pour
visiblement, même si on n'a pas encore là tous les résultats, loin s'en faut, pour empêcher que la maladie ne dégénère. Donc peut-être que ça a un effet. Je n'en sais rien. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je me pose des questions comme tout le monde, je n'en sais rien. Ça coûte 3 francs 6 sous, si je puis dire, cette hydroxychloroquine. Et à côté, on a tout un tas de traitements qui apparaissent, qui sont effectivement soutenus par les laboratoires dans le monde entier, des traitements à 150 €, d'autres à 500 €, etc., etc. Et on se dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et forcément qu'un certain nombre de gens se posent des questions, se disent pourquoi est-ce que derrière ça, il n'y a pas l'envie quand même de se faire du pognon, pour être clair. Et est-ce que finalement, c'est pas nous et nos systèmes de santé qui allons payer, alors qu'on pourrait peut-être trouver des médicaments moins chers qui fonctionneraient aussi. Je ne sais pas. Je pose des questions, Philippe Bilger. Oui. Je n'en sais pas plus. Mais Christophe, les questions que vous posez, elles commencent à dater un petit peu. Parce que, oui, mais elles sont toujours présentes. Ouais, non, mais je dirais la chloroquine et les méthodes du professeur Raoult sont très controversées. Et bien sûr, oui, mais en Italie, ils soignent en ce moment avec de l'hydroxychloroquine. Oui, voilà. Oui, mais vous savez que même si on estime profondément le professeur Raoult, sa méthode est mise en cause. Je m'en fiche du professeur Raoult. Mais non, pas ça que je puisque dis. Vous parlez de ça, puisque vous comparez les tarifs. Je parle de l'hydroxychloroquine et je dis simplement que en Italie, en Espagne et en Belgique, là, depuis quelques jours, ils soignent avec ça les gens. Je n'en sais pas plus. Bien sûr. Mais on constate que les effets attendus sont de moins en moins positifs. Mais d'autre part, je ne crois pas une seconde que derrière tout cela, il y a une volonté médicale des laboratoires ou de qui que ce soit pour favoriser des traitements qui seraient plus chers. Si vous voulez, il faut un petit peu arrêter avec cette espèce de soupçon permanent, quoi, qui cherche toujours. On a quand même le droit. On a le droit de poser des questions et de douter. Sinon, on n'est plus en démocratie, on est en Chine. Mais non, mais on ne fait pas douter Mais non, on ne fait pas que douter dans la vie. Lorsque le doute est prédominant sur tout et n'importe quoi, ça devient très préoccupant. Juste une chose par rapport au traitement du professeur Raoult. Moi, il y a quelque chose qui vraiment me pose question, que je ne comprends pas, et j'aimerais qu'on m'apporte une réponse. Pourquoi un médecin traitant aujourd'hui, un médecin généraliste, n'a pas le droit de prescrire ces traitements? Voilà, pourquoi? Oui, on peut poser la question à Jean-Louis Touraine, puisque au mois de janvier, Alors attendez, on va remettre les choses en place quelques minutes, parce qu'au mois de janvier, je rappelle que dans les pharmacies, on pouvait encore acheter le médicament qui effectivement contient l'hydroxychloroquine. Pas évidemment pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'était pour le palu, c'était pour des choses comme ça. Bon, est-ce que ce médicament, la question c'est est-ce que ce médicament qui fonctionne pour le paludisme par exemple, peut fonctionner pour le coronavirus? Jusqu'à présent, on n'a pas de résultat probant. C'est ce que l'on croit comprendre, Jean-Louis Touraine. Je vous donne la réponse. Moi, je suis personnellement favorable à l'utilisation par les médecins, comme c'est d'ailleurs dans leur liberté pour la plupart des prescriptions, de pouvoir eux-mêmes le décider. Pour autant, je sais, comme le savent les Italiens, que vous avez pris en exemple, que ça n'est pas la panacée universelle. Donc c'est un traitement qui, parmi d'autres, peut peut-être légèrement améliorer certaines évolutions. Pour autant, ça n'a rien à voir avec un vaccin. Là, vous nous parliez de vaccin. Moi, je voudrais vous dire une chose. Il est de bon ton de diaboliser l'industrie pharmaceutique. Et parfois, c'est très juste de le faire, parce que quelquefois, ils abusent. Mais par contre, il faut se dire quelque chose. Imaginez que nous ayons maintenant un vaccin contre le coronavirus. Je ne vous parle pas du coût. Je voudrais vous dire combien d'économies nous ferions si nous avions un vaccin. Nous ferions des milliards d'économies. Parce que les milliards que nous dépensons en ce moment, la dette que nous allons amplifier, l'effondrement de notre économie, tout cela, nous pourrions le prévenir si nous avions un vaccin. Je rappelle que le vaccin a 2 missions, de protéger chaque individu, mais aussi de protéger toute la société, tous les autres, pour éviter que le virus ne circule. Donc si aujourd'hui nous avions un vaccin et que 80% des Français étaient vaccinés, il n'y aurait plus du tout de confinement, pas d'arrêt de l'activité quelconque et une économie considérable, même s'il faut payer le vaccin au prix coûtant,
voire même légèrement plus que le prix coûtant. Exactement. Oui, dites-moi, docteur Touraine, une question, et puis après je vais redonner la parole à Nicole Delépine, évidemment, mais une question. Aujourd'hui, nous, il y a quoi? Il y a Mérieux, il y a Sanofi, ce sont les labos français qui sont en train de travailler. Pasteur fait de la recherche aussi. Pasteur, évidemment, sur le Ils sujet. sont en relation aussi avec... Mais ils sont tous en Quelle est la relation position ensemble, hein. Voilà, mais quelle est la position de la France dans cette course au vaccin? Je veux dire, quelles sont nos chances eh bien, d'avoir assez de vaccins, d'être capable d'en produire, etc. Ben non, ça n'a pas aucune importance. Je ne suis pas du tout chauvin. Moi, très franchement, je m'injecterai demain le vaccin qui sera proposé comme efficace, qu'il nous vienne de Grande-Bretagne, qu'il nous vienne des États-Unis, qu'il nous vienne d'ailleurs encore, pourvu qu'il soit efficace et sûr. Si c'est un Français, j'en serais content. Mais je ne vais pas crier cocorico. Je me rappelle très bien, au début du sida, les premiers tests pour dépister le sida, parmi les plus fiables, à certains moments, c'était ceux de l'Institut Pasteur, à d'autres moments, les plus fiables nous venaient des États-Unis. Eh bien, nous avons toujours utilisé, au meilleur moment, le plus fiable pour arrêter cette catastrophe dont vous vous souvenez encore, j'imagine, qui est celle du sang contaminé, pour tester les donneurs. Et il fallait bien avoir des tests. Les tests pour le sida à l'époque, comme ça l'est aujourd'hui pour le coronavirus, laissent passer des faux ont des faux négatifs, c'est-à-dire les gens qui sont porteurs du virus ne sont pas détectés dans presque 30% des cas aujourd'hui pour le coronavirus. Si demain il y a un test qui est encore plus performant, d'où qu'il vienne, eh bien évidemment c'est celui-là qu'il faut utiliser. Eh bien pour le vaccin c'est pareil, prenons l'engagement d'avoir un vaccin international, un vaccin produit par plusieurs industries, dont naturellement ça sera obligatoire. L'une des industries productrices sera française. Que ce soit Sanofi, que ce soit Mérieux, que ce soit Pasteur, ils travaillent ensemble de toute façon et ils vont utiliser leurs infrastructures communes. Et puis, mais si l'origine du vaccin dépend d'un laboratoire, grand ou petit, parce que vous me parlez des grands laboratoires, mais il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, la plupart des découvertes pharmaceutiques, et même pour les vaccins, ne sont pas le fruit des plus grands laboratoires, ce sont des start-up. C'est vrai. Non, mais en ce moment, il y a des start-up en France qui travaillent sur le sujet aussi, bien sûr. Exactement. Et si à Béziers, par exemple, on l'entend de elle se fera racheter par un grand laboratoire, ben oui, et puis ensuite, ça sera vendu. Je l'espère, et c'est là où je pense qu'il faut que les gouvernements se coordonnent, que tout sera fait pour maintenir ce qu'on appelle le juste prix, c'est-à-dire le prix le plus bas possible, le plus raisonnable, de sorte qu'on puisse traiter tous les humains et pas seulement les plus favorisés. Allez, je donne la parole à Nicole Delépine à nouveau. Nicole Delépine, pour répondre à ce que disait Yael Mellul tout à l'heure, est-ce que vous êtes une complotiste ? Écoutez, c'est un terme qui maintenant apparaît à chaque fois qu'on veut avoir un avis un petit peu différent de la pensée unique qu'on entend sur toutes les chaînes. Donc je trouve ça assez triste. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais par contre, je voudrais bien m'étendre sur deux choses. D'abord, on parle de vaccins comme si c'était sûr qu'on l'est, puisque M. Touraine vient fort justement de parler de sida. Je voudrais dire qu'on attend toujours un virus pour le sida. Hein, un vaccin pour le sida, oui. Un vaccin, pardon, déjà là, malheureusement. Excusez-moi, un vaccin malheureusement, c'est vrai. Et que tous les essais qui ont été faits, en particulier par Alors heureusement, il est plus facile, le vaccin contre le coronavirus que contre le sida. Oui, et par ailleurs, le coronavirus mute d'une façon beaucoup moins ample et fréquente que les virus de la grippe. On ne sait pas très bien. Mais ils sont très différents. Ce sont des virus très différents. Alors deuxième point, je trouve votre compassion pour toute la terre sympathique, mais enfin néanmoins les pays africains autres nous ont rien demandé, et on peut faire remarquer quand même qu'actuellement l'épidémie justement de coronavirus est beaucoup moins méchante dans tous les pays. En Afrique du Sud, ça fait du mal. Oui, dans les pays riches, en fait, l'épidémie est méchante parce qu'on veut des forts médicaments et qu'on n'utilise pas les médicaments de base. Non, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'en Afrique, je serais curieux de savoir s'il y a un dépistage quelconque, mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est pire qu'en France. Comme en Chine, on n'est pas sûr que les chiffres... Alors oui, mais on peut aussi discuter sur nos chiffres. Je veux dire, si on se met à discuter sur les chiffres, on peut aussi dire que par exemple les morts d'EHPAD que je regrette et que je trouve d'une violence terrible. Oui, mais violence non pas seulement par le chiffre, mais par le fait qu'on leur interdit de voir leur famille, que les familles ne peuvent pas les voir. Mais à la limite, il y en a sûrement un certain nombre qui sont morts de ce qu'on appelle syndrome de glissement, parce qu'ils étaient abandonnés, ils ne voyaient plus les gens. Les médecins le disaient. Oui, non, mais les médecins l'ont dit. Ce que je veux dire, c'est extrêmement difficile de dire combien vraiment de morts de Covid, ce qui n'enlève rien d'ailleurs
la méchanceté de cette maladie dans certains cas, c'est bien sûr. Mais voilà, donc je crois qu'il faut actuellement quand même que les gens regardent un petit peu la mortalité mondiale. C'est relativement facile puisqu'il y a des données de l'OMS qui apparaissent quasiment tous les jours. Donc ce sont effectivement les pays riches qui ont la plus forte mortalité, en particulier les pays qui ont pris le confinement généralisé, comme le nôtre, c'est-à-dire la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, et c'est les 4 pays où il y a le plus de morts. Donc, Nicole de Lépine. C'est quand même un vrai problème, au lieu de traiter les gens, même si on n'est pas sûr que ce soit formidable. Je suis désolée, moi j'aurais eu une grand-mère en EHPAD et on lui aurait donné ne serait-ce que la chloroquine, au moins des antibiotiques au moment où elle commence à être fatiguée, au lieu de dire juste le Doliprane. Moi je trouve que c'est quand même, il y a quand même quelque chose qui colle pas dans cette attitude. On a dit aux gens, attendez la détresse respiratoire. Une fois qu'ils arrivent en détresse respiratoire, c'est difficile, on est d'accord. Les réanimateurs. C'est presque trop tard. C'est presque trop tard. Ils en sortent heureusement un certain nombre, mais en tout cas, c'est trop tard pour les personnes âgées qu'on a refusé. Et ces mêmes personnes, on leur a refusé le traitement. Et comme vous avez fort dit, justement, la dame qui était là a dit aussi qu'effectivement, il faut que les médecins traitants aient le droit d'exercer leur serment d'Hippocrate et de donner les meilleurs soins en fonction de leur donner à chaque patient. Il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait cette interdiction pour les généralistes, qui est extrêmement choquante. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, soigner ou obéir, parce qu'effectivement, en ce moment, ils sont obligés d'obéir au gouvernement qui sait mieux ce qu'il y a que pour le patient qui est en face d'eux. Et ça, allez, dernière question pour terminer ce débat très intéressant, ma foi. Jean-Louis Touraine, on a vu quand même que on parle des laboratoires dans le monde entier. On parle de ce vaccin que l'on cherche actuellement avec tous ces laboratoires qui travaillent ensemble, vous l'avez dit. Il y a le rôle de l'OMS aussi quand même dans tout ça, et notamment dans le vaccin. Et on a vu que l'OMS n'a pas toujours été à la hauteur depuis le début de l'épidémie, avec des cachotteries pendant quelques semaines, en accord visiblement avec les Chinois. Enfin ça a été dénoncé en tout cas par le président américain. Alors on en pense ce qu'on en veut, et puis on sait aussi quels sont les excès de Trump, bien entendu. Mais est-ce qu'il faut faire confiance à l'OMS dans cette recherche aussi du vaccin et dans l'apport qu'elle pourrait avoir ? Nous avons besoin d'un organisme international pour la santé, pour la lutte contre les pandémies. Évidemment, l'OMS a, dans le passé, apporté une contribution tout à fait positive. L'OMS n'est pas sans défaut, bien sûr, mais une de ses grandes difficultés, c'est qu'il n'a pas le pouvoir que vous imaginez. Il ne contrôle pas les gouvernements. L'OMS fait des recommandations. Donc l'OMS, aujourd'hui, a formulé différentes suggestions qui ont été ou n'ont pas été suivies par les différents pays, qu'ils soient occidentaux, orientaux, du nord ou du sud. Et je dirais même presque partout, il n'a pas été suivi à la lettre. Dans ses recommandations de faire des tests nombreux, dans ses recommandations d'avoir des masques, un confinement très précoce, etc. Que tout le monde ait des masques. Je ne sais pas s'il l'a dit de façon immédiate. Non, mais je veux dire au tout début. Maintenant, tout début, non. Mais par contre, dès le début, il suggérait de faire des dépistages des personnes initiales, des personnes contacts, et immédiatement d'isoler chaque chose. Et cette méthode-là a montré une certaine efficacité. Donc, mais certains dirigeants, on a entendu comment s'est exprimé le Premier ministre du Royaume-Uni, comme le président des États-Unis, comme le président du Brésil, certains n'ont pas voulu entendre ce message. Ça ne veut pas dire que l'OMS est dénuée de défauts. C'est vrai qu'il y a des liens très particuliers entre l'OMS et la Chine. C'est vrai qu'il n'a pas l'OMS n'est pas arrivé à obtenir toute la transparence nécessaire sur ce qui se passait en Chine et qui aurait été le moyen de mieux contenir les choses. Mais il est nécessaire. Et je pense qu'un organisme de recherche et de santé internationale, plus fort encore, doit être développé à l'avenir, et celui-ci, quand il y a la nécessité d'un vaccin mondial, devrait pouvoir justement nous permettre d'éviter ce qui risque de se passer, une concurrence entre les États pour, comme ça s'est passé pour les masques, aucun laboratoire ne pourra produire les milliards de doses rapidement, donc il ne faudrait pas que seuls les pays riches puissent acheter le vaccin. Merci à vous tous d'avoir participé à ce grand débat des vraies voix. Les vraies voix.
7 milliards de personnes dans le monde à vacciner contre le coronavirus. Une course contre la montre pour trouver le vaccin. Les laboratoires qui se livrent une guerre sans merci. Et cette question, les labos vont-ils se faire des milliards sur notre dos? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, c'est toujours le oui qui l'emporte. Un grand oui à 92%. Allez, dans un instant, Allô Docteur, comme chaque soir, un médecin répond à vos questions sur le coronavirus. À tout de suite.